cette deuxième conférence de notre programme de conférence sur les espaces publics. La semaine dernière, avec notre premier échange entre Alexandre et Julie Faubert, qui lançait le bal, on se disait que ce serait peut-être effectivement fort intéressant de parler non pas de l'espace public, mais des espaces publics. Donc je pense qu'on va peut-être rappeler cette formule. D'ailleurs, le titre du programme de conférence, c'est Espace S, Public S, et Mobilité, bilan et hypothèse, un grand titre, qui veut surtout signifier qu'on veut vraiment faire le bilan de l'importance de la question de l'art public au cours des dernières années, des 15-20 dernières années. Et hypothèse, ben, c'est l'ouverture, c'est-à-dire se poser des questions, voir où on en est, faire un constat, mais également lancer de nouvelles questions et débattre ensemble de ces questions. À cet effet, je voudrais vraiment que vous vous sentiez à l'aise de poser des questions, de donner vos commentaires. Je vous présente tout de suite Anna Revakovic. Anna, alors je te présente les étudiants, les gens de l'extérieur, des artistes de Québec, notre communauté. Je suis très contente de recevoir Anna parce que Anna et moi, on travaille quand même depuis longtemps ensemble. Je pense que vous avez peut-être déjà vu un de ses projets à Québec. Je l'avais invité lorsque j'étais commissaire de la Manif d'art en 2008, donc sur le parvis de l'église Saint-Roch. Donc si vous avez le sentiment d'une reconnaissance entre certains projets que vous allez voir aujourd'hui et des projets peut-être que vous avez vus à Québec, c'est peut-être ce projet-là qui vous revient en mémoire. Et Anna, nous l'avons invitée dans le cadre de ce projet de conférence parce qu'elle a abordé pendant toute sa pratique la question du nomadisme, de l'interaction de l'art dans l'espace public. Donc on trouvait que c'était vraiment très approprié qu'elle vienne nourrir notre réflexion. Anna est d'origine polonaise, elle vit à la fois au Québec, en Europe. Elle est vraiment, j'ai toujours dit que c'était l'artiste pour moi qui incarnait de façon la plus forte le nomadisme. Le nomadisme, beaucoup d'artistes l'abordent, mais je pense que Anna l'incarne carrément dans sa vie. On en parlait tout à l'heure. Et elle va nous présenter son travail en français et en anglais. Pour certains moments, elle sera plus à l'aise de parler anglais parce que l'anglais est sa langue maternelle. Et je vous dirais qu'Anna communique régulièrement en français avec moi. C'est pas la langue maternelle. Non, c'est vrai, excusez-moi. C'est pas la langue maternelle. Merci de me le dire. La langue avec laquelle tu te sens plus à l'aise que le français, mais on va essayer entre les deux. On va lui laisser la liberté d'exprimer des choses plus spontanément en anglais peut-être. On va y aller librement. Et je voudrais aussi que donc, vous vous sentiez très à l'aise de communiquer en français avec elle. Et si jamais il y a quelque chose qui se perd, on lève la main, on lui demande de répéter, ou nous-mêmes, elle nous demande de répéter. Et je voudrais vraiment que vous profitiez de sa présence pour discuter de son travail avec elle. Ce sera vraiment enrichissant pour nous de l'écouter, mais je pense que ce sera aussi enrichissant pour elle d'avoir un échange très spontané avec vous. Donc, j'arrête de parler, je lui laisse tout de suite la parole et on va faire un parcours de sa production récente. Vas-y, Anna. Bon, premièrement, merci Lisanne pour m'inviter. C'est vraiment un plaisir de venir ici à Québec parce que j'ai commencé ici à Québec, ça fait longtemps, ça fait maintenant 14 ans, mais j'ai commencé avec un projet à Chambre Blanche, donc oui, c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Et voilà, oui, je vais faire ma présentation en français et en anglais. Je vais lire en français parce que c'est un peu, ouais, c'est plus facile. C'est pas, c'est plus difficile pour moi d'être spontané en français. Quelquefois, je vais changer en anglais, mais si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas de me demander pour expliquer ou vous pouvez, oui, demander la question, etc. Donc, je commence en parlant d'espace public. Je voudrais attirer l'attention sur la question de l'habiter. Parce que l'acte d'habiter vient avant d'habiter en l'espace public ou privé.
Premièrement, nous devons habiter et après, nous pouvons habiter en un espace. Donc, l'habiter signifie être chez soi, être confortable et se sentir en sécurité. Dans l'article Air Condition, Our New Political Fate, Bruno Latour, c'est écrivain français, mais il a écrit cet article en anglais, donc ça c'est la traduction un peu libre de Bruno Latour, décrit comment les systèmes de support de vie sont interconnectés de sphère en sphère. Il explique comment chaque sphère, y compris la sphère publique, doit être générée, maintenue, chauffée, éclairée, meublée et préservée au moyen d'une technologie délicate de plusieurs supports de vie fins et complexes. Ainsi, chaque sphère compte. Il écrit « Nous voyageons de bulle en bulle » jusqu'à la dimension mondiale, qui elle-même n'est rien plus qu'une minuscule bulle. C'est pour ça que nous devrions investir au moins la même quantité d'attention dans la fabrication artificielle des dons publics, comme nous le faisons pour rendre le privé un lieu vivable. Donc la sphère publique est précisément cela, une sphère ou d'un autre lieu privé qui doit être maintenu. Nous tous partageons l'air, soit en public ou en privé. Air Cleanser a été installé sur le toit de l'usine de Ronserlev à Pori, en Finlande, en 2008. Cette installation comprend un dôme géodésique maintenu gonflé grâce à l'air rejeté par une bouche de ventilation située sur la toiture de l'usine. L'air chaud et toxique provenait de la cheminée a créé une température adéquate pour y installer des plombs à l'intérieur pendant une période de 24 heures. Air Cleanser a été inspiré par une recherche de NASA portée sur la vertu de la purification de l'air par les plantes domestiques. Selon cette recherche, nos plantes auraient absorbé les pollutants de l'usine et auraient rejeté dans l'environnement une petite quantité d'air pur. Donc c'était une installation pendant 24 heures, mais malheureusement, certains plants n'ont pas survécu. Buckminster Fuller, en 1968, a proposé le concept du vaisseau spatial Terre, où la vie est dépendante de l'atmosphère à l'intérieur. Buckminster Fuller était un inventeur, un penseur, un artiste, un architecte qui, à l'âge de 37 ans, assis au bord du lac Michigan, après la mort de sa fille et de l'effondrement de son entreprise, contemplait le suicide. Mais au contraire, il a décidé de devenir un cochon de Guinée vivant,
si c'est dire en français comme ça. Et il se consacrait à l'humanité. Dans son article intitulé How Big is Big, Peter Sloterdijk, en empruntant à Fuller la métaphore du vaisseau spatial Terre, propose une vision radicalement différente de notre manière d'habiter la planète. De façon poignante, il fait état de notre attitude déconnectée à l'égard de la nature et l'environnement. L'idée que la nature est domaine tout absorbant extérieur à nous, dans lequel nous pouvons nous décharger de toute sans aucune conséquence n'est plus viable. Notre culture, dans laquelle la surabondance, extravagance et le luxe sont accordés comme des droits civils, n'est pas plus durable. À propos de l'actuelle situation de l'humanité, le philosophe Peter Sloterdijk déclarait: nous sommes soudain contraires d'accepter l'idée en apparence contre nature que la praxis humaine a transformé la sphère terrestre dans son ensemble en un vaste intérieur, dépourvu de sorties d'urgence. La crise actuelle est le reflet d'un mode de vie fragmenté. Elle est représentative d'un manque de compréhension de la réalité dans laquelle nous sommes partie intégrée de la nature. Croissance, écologie. Encore Bruno Latour. Il est faux de dire que ce qui est loin est opaque et ce qui est proche est transparent. Le contraire est vrai. Ce qui est proche est résolument opaque et ce qui est loin, nous le découvrons lentement. N'est pas ce que nous pouvons saisir du regard, mais bien plutôt que si nous tient en vie. Ça, c'est le projet qui est maintenant exposé à la galerie B312 à Montréal. Ça s'appelle LSS, Life Support System. Et un système de culture hydroponique pour la culture des plantes. Il se compose de 7 sphères dans lesquelles ont été insérées de jeunes pousses comestibles. L'eau pompée puis drainée crée un système circulaire permanent alimentation des plantes. Chaque sphère a 3 entrées et un drain. Une entrée fourmille de l'air à basse pression constante pour maintenir le volume de la sphère. Une autre fournit une solution nutritive et un troisième permet aux visiteurs d'insuffler de l'air nourrissant les plantes de leur CO2. En retour, les plantes produisent de l'oxygène et de la nourriture bénéfique pour la santé humaine.
Un logiciel spécialement développé pour cette pièce contrôle toutes les fonctions du système. Affiche en temps réel le niveau d'oxygène et de CO2 détectés et recueille les données au fil du temps. Installation LSS souligne notre dépendance face à la nature pour notre maintien pour notre maintien en vie et souligner la relation symbiotique que nous avons et devons entretenir avec elle. Dans cette installation, le bien-être des plantes dépend de la donation de CO2 des participants. Donc, à la fin de l'expo, je vais préparer une salade de les plantes qu'on cultivait. Ça se passe cet samedi. Si vous êtes à Montréal, vous êtes invité. L'idée nature. L'idée d'interdépendance est la prémisse de base de mon projet Le Nuage, qui implique une grande structure en forme de nuage flottant dans l'air. Quand les gens pompent l'eau dans le nuage devient plus lourd et c'est baissé, descend. Quand l'eau déborde, le nuage commence à pleuvoir. Quand le nuage se vide de l'eau, il devient plus léger et se monte. Symboliquement, la forme du nuage est un rappel de nos aspirations et de nos rêves les plus nobles, autant que l'air présage la tempête qui nous attend si nous ne faisons rien contre la dégradation environnementale. De plus, la fonction poétiquement pragmatique de son faiseur le puits illustre directement l'effet constructif que pourrait avoir un design sensible et réfléchi sur les conditions atmosphériques. Introduit si près de nous dans notre immense intérieur, ces nuages laissent peu de place pour fuir la situation actuelle. Dans ce changement d'atmosphère, nous sommes maintenant tous en quelque sorte des faiseurs de puits. Et ça, c'est le petit exemple. Maintenant, je suis en train de commencer l'automne dernier une collaboration avec des scientifiques à l'école polytechnique à Paris. Donc, on a commencé le projet de collecter l'eau des brouillards. Donc, c'est juste les petites vidéos qui vous donnent une petite idée. On va faire une installation, donc c'est juste maintenant le petit exemple comment on étudie les fils et les créations de gouttelettes qui tombent et on peut collecter. Donc, collecteur de brouillard est un projet qui traite de la question de la diminution des sources d'eau douce dans le monde, surtout dans les régions où il y a peu d'accès à l'eau souterraine et de la pluie, et se penche sur les méthodes alternatives d'obtenir l'eau par la condensation de l'humidité de l'air, du brouillard. Nous vivons dans un océan dilué de l'humidité aérienne.
En fait, nous pouvons dire qu'il existe de véritables rivières célestes, pleines d'eau douce dans l'atmosphère, à partir desquelles nous pouvons tirer notre approvisionnement en eau. L'eau est littéralement dans l'air. Et maintenant, je voudrais vous présenter un concept de Buckminster Fuller aussi. Design Science. Et une démarche de résolution des problèmes qui implique une étude rigoureuse et systématique de la commande délibérée des composants dans notre univers. Maintenant, je vais changer en anglais un peu. Donc, systematic, it means it refers to the methodic and organized manner in which it is carried out. And first of all, maybe I should say that designs in the concept of design science, design is not particular, it's not specific to a particular sort of domain. It's not a fashion design, it's not an interior design. There's no division between different forms of designs that exist today, or at least Buckminster Fuller never made that divisions. So when we say design science in this sense, design is not specific to particular domain. So systematic means carried out in methodic and organized manner. Deliberate means having a sense of purpose, and that's very important in this concept. And ordering refers to the idea of the anti-entropic role of art. An anti-entropic role of art refers to the second law of thermodynamics, which basically, simplifying in a sense, it talks about dispersion of energy that is not available to do work. And what that means, that anti-entropic role of art, it's a suggestion that art has the ability to transform and bring order out of, let's say, don't want to use chaos, but I'm going to say chaos for lack of, but it's not chaos understood in the physics sort of way, sort of order and chaos. But it's a suggestion of bringing order into out of order. So there's three important, so design in the concept of Buckminster Fuller, it's a creative process that lies at the heart of any human activity. So anybody, everybody, all of us are capable of creativity. And there are creative processes that happen on all different levels. And creative process is part of human activity. This is how Buckminster Fuller saw it. And there are three important elements in the design creative process. So design is a process of realizing intentions. So first of all, we have to start from having intention. And intentions come from experience. Whether it can be a personal experience, whether it can be collective experience, whether it can relate to larger sense of knowledge, it's open. But it always, creative process start with the intention. I come and I bring an intention too. And then you have to take these intentions through the process of realizations. So therefore, kind of like in a second law of thermodynamics, it's an energy, let's say, it's a potential that has to be carried out. But without doing anything, nothing is going to happen. So the path of taking your intentions through the process of realization is extremely important, because you can have intentions, but if you
don't do anything about it, nothing is going to happen. And the third element is the process, but what I probably should have said here, more it's a process of evaluation. So this is where the science comes in, because Buckminster Fuller basically was proposing that science is the most rigorous method which we can use to evaluate our processes. So design is a process of realizing intentions. We start with intentions, we take through the process of realization, and then we evaluate. So in this concept, there is no such a thing as failure, because failure is just a new beginning. So failure in this concept is basically a begin. It resembles a spiral of evolution. So you never can fail, because I think I can say that we live in the culture where there's a little bit of the taboo of failing, and that can be regarded on many different levels: social, economic, political, etc. And I think there can exist a different understanding, meaning that we should not be really afraid of failing, because failing, what it means that we have an opportunity to learn from what we did that didn't work and start the process again. And again, when he said that design is a creative process of all human activity, then I would like to add something that Michael Ben Eli talks about it, that creativity, well, when we create, when there are people that create bombs or weapons, it also involves creativity. To create a weapon, to create a bomb, or create something, let's say, destructive, is just as creative as creating something different. So that's why in this process, intentions are very important. What intentions you bring to the table. So where do you start from? Creativity is everywhere. But what do we use this creativity for? It's more important. So, the purpose of design science, l'objectif de la design science est de mettre les ressources de la planète au service de 100% de l'humanité dans le plus bref délai grâce à la coopération spontanée et sans causer de dommages écologiques ni nuire à qui que ce soit. Je ne sais pas si c'est bon la traduction, excusez-moi. Mais pour parvenir là, nous devons communiquer. Donc voilà, c'est le projet que Lisanne a parlé, que je présentais ici à Québec. Conversation Bubble est une structure gonflable pour 5 personnes. Les 5 participants qui partagent l'espace commun de la boule gonflable respirent le même air. Leurs têtes sont libres de se déplacer. Les restes de leur corps sont dépendants emprisonnés entre 2 parois de vinyle. Aucun des participants ne peut quitter de son propre gré la structure gonflable. La durée de la performance dépend donc de l'accord de 5 personnes. Ce projet réalisé en collaboration qui exigeait le consentement unanime des participants pour bien fonctionner.
mais on reliait les rôles de la coopération humaine pour créer, une atmosphère, une sphère publique propice à l'échange et au dialogue. Moi, je toujours pense des conversation bubbles, ce serait un bon appareil pour les politiciens. Imagine mettre des 5 politiciens dedans et laisser jusqu'à ils seront d'accord. Il serait bien, non? Pourquoi pas? Voilà. Et aussi, pour arriver au bout de design science, il faut qu'on construise les ponts. Donc, ça, c'est le projet Green Line Project, constitué d'une tubulure gonflable de 350 mètres, fabriquée à l'aide d'un matériau biodégradable, ça s'appelle Bioska, c'était en Finlande. Cette tubulure déposée sous l'eau, c'est comme un câble, comme un serpent. C'est entendu sous l'eau à partir des îles. Ça, c'était ma proposition à la compagnie qui m'a sponsorisé pour ce projet en Finlande, jusqu'à la Cable Factory située sur le continent. Visuellement, ces lignes gonflables représentaient un lien, un pont entre 2 rives. L'inspiration de ces projets provient de mes traversées quotidiennes en bicyclette sous le pont de Lauttasaari, entre Espoo et Helsinki. Lors de ces déplacements, j'ai éprouvé une conscience particulière. Celle de ma présence, j'avais la ferme sensation d'être là, entre les 2 rives. Et ces projets étaient mon inspiration pour les projets sur lesquels je suis en train de développer maintenant en Italie, à Rome. Ça s'appelle Ponte Rotto. Donc, Ponte Rotto, c'est un projet in situ qui implique l'installation temporaire de 2 arches manquantes sur les premiers ponts connus de la Rome antique, en forme gonflable. Il ne reste aujourd'hui qu'une seule arche au milieu du fleuve, d'où le nom pont brisé, Ponte Rotto. Le but de cette installation in situ est de désigner une représentation visuelle du pont relié le passé à l'avenir. L'expansion et l'effondrement ont également les aspects techniques, historiques, architecturaux et poétiques. Un pont exprime un lieu et représente symboliquement un désir, besoin d'être en relation. Dans le contexte d'un jeu tel que la détérioration de l'environnement, les changements climatiques, la mobilité, augmentation de la population et la diminution des réserves de combustibles fossiles, il faut penser en termes de relations. Il faut voir comment nos actions ou notre inaction, affectent les autres et l'environnement. Au niveau structurel, les ponts utilisent les mêmes forces de tension et de compression que les structures gonflables. L'arche élimine les contraintes de traction et les transforme en force compressive, une technique que les Romains ont développée et employée dans la construction des aqueducs. Même les structures gonflables comptent sur la compréhension des forces de traction et de compréhension pour produire la forme et la résistance désirée.
Et ça, c'est une installation que j'ai présentée à Rome, à l'Institut polonais, aussi à British School à Rome. Donc ça, c'est mon prototype des projets de Ponte-Rotto. Et ici, parce que le projet de Ponte-Rotto, c'est toujours dans ma tête, c'est comme un design, c'est un peu comme Green Line. Donc, je pensais d'utiliser ici laser, donc la couverture que s'y fait, c'est avec les lasers. Donc j'ai dû faire la gradation. Il y a les deux aquariums. J'ai fait des gradations avec de l'eau et sucre. Et moi, ça s'est pris un peu de temps. Pour faire la gradation, je dois travailler avec deux containers attachés. And basically, it's a like intravenous dripping system. So 2 containers are connected. In one, there's 100% solution. In other is the water. And they very slowly, over a period of time, they mix together when they drip. And that creates a gradation of the liquid, and basically thanks to that gradation, when you shine the laser through, then it bends, and this is what you see. So this is basically using the laser as a medium of drawing. Donc, mouvement. Oh, les deux, wow. Oui. Il n'y a pas de traduction en français. Voilà. Ça, c'est le projet, ça s'appelle SR-HAB, Socially Responsive Habitat, développé en collaboration avec des étudiants du département génie mécanique à l'Université de McGill. Le projet SR-HAB, Socially Responsive Habitat, est un module mobile de bicyclette durable et autonome pour le déplacement et le logement en milieu urbain. Une part importante de l'existence aujourd'hui a trait à la mobilité. Et avec préoccupation environmental grandissant, les personnes effectuant quotidiennement des trajets aller-retour sont prêts à faire des efforts pour être plus pro-écologiques. Ma réponse à ces soucis environnementaux est une bicyclette habitable, fournissant de façon autonome les choses nécessaires à la vie. L'électricité générée par les cyclistes alimente les appareils d'habitation tels les lumières, ordinateurs portables, iPod et les instruments utilisés de cuisine. J'ai fait deux voyages avec ces vélos. C'était en Pologne, c'est en Finlande encore. Donc ça, c'est les petits caravanes que quand c'est ferme, oui, est comme ça, avec les panneaux solaires. Et ça, j'ai fait le camping en Finlande. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est 11h30 de nuit, 23h30 la nuit. C'est en juin, donc c'est nuit blanche en Finlande. Et ça, c'est le matin. Oui. Et ça, c'est le projet en travaillant avec les objets gonflables, je suis très influencée par les groupes architecturaux des années 60. Et ça, c'est un groupe architectural de Grande-Bretagne qui s'appelle Archigram.
Ils ont invité le concept des vêtements pour vivre dedans. Donc, ça, c'est le projet qui s'appelle Sutilun. Et ça, c'est Kushikul. Donc, c'est le vêtement que quand ça gonfle, tu peux vivre, tu peux rester, tu peux être dedans. Et moi, j'ai été inspirée par ce concept. Et j'ai développé mon prototype de la robe de sac de couchage, de sleeping bag dress. Ce prototype se compose d'une robe de kimono polyvalente qui, lorsqu'elle se gonfle, se transforme en un cylindre habitable par une ou deux personnes. Il fonctionne sur un petit ventilateur d'ordinateur alimenté par des batteries qui sont chargées par un panneau solaire intégré dans la robe elle-même. Oui, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est le panneau solaire avec le petit ventilateur et les batteries sont au-dessus. Le prototype a le caractère portable et autodurable d'une cellule métable, confortable à la fois comme robe et abri provisoire, et elle a été éprouvée lors de différents déplacements et utilisée dans les interventions publiques à Mexique. Non, ça c'est pas Mexique, ça c'est Mexique. Ça c'est Tallinn, Estonie. Ça, c'est différents endroits, Toulouse en France et aussi Bruxelles. Et au Mexique, à Mexique, j'ai pris des rendez-vous individuels avec différentes personnes pour aller dans leur endroit favori de la ville et leur faire expérience ma robe. Dans le même temps, je menais de courtes interviews, collectais aussi les histoires personnelles de chacun avec ces lieux et leur idée sur la notion d'appartenance dans la langue de leur choix. Donc, bien sûr que plusieurs fois c'était espagnol, moi je ne parle pas espagnol, mais en même temps parce que moi je me déplaçais, je me déménageais dans ma vie beaucoup parce que je parle plusieurs langues comme polonais, ukrainien, italien. C'était important pour moi que les gens parlent dans la langue, ils se sentent confortables. Aussi parce que le cylindre que la robe se change, c'est vraiment un espace intime. C'est transparent dans l'espace public, mais en même temps, c'est un espace intime. Donc, c'est important d'être intime avec soi-même. J'ai fait, j'ai fait le petit interview avec les personnes, et ça, c'est la présentation à la galerie où j'ai fait les plus grandes répliques des cylindres de la robe. Donc maintenant, je vais vous présenter 5 minutes de vidéo. Oui. Como ya les había dicho, estamos aquí en mi lugar favorito, que es el Zócalo, y les decía que es mi lugar favorito porque aquí todo se concentra, es el centro de todo un país, de toda una ciudad, de toda una cultura, de una cantidad gigantesca de personas. Y pues bueno, así como que introduciendo esta cápsula en este espacio tan grande, como que creando un espacio pequeño en un lugar tan gigantesco, te da una sensación totalmente diferente. Y aparte como que ahorita estamos en pleno apogeo del sol y con la cosa esta no sientes el sol, ¿no? Es como que, no sé, hay una persona que dice que existen las heterotopías, que se llama Foucault. Entonces yo pienso que así como que esto es una heterotopía, no sé. Me agrada mucho estar aquí y
pues es como experimentar, crear un espacio diferente dentro de un espacio ya conocido. Te conviertes totalmente en un espectador nuevo, casi en un turista para un lugar tan grande. Home for me has something to do as well with language. For me, language, el idioma, is something I actually can even feel physically, because, for instance, when I speak English, I have a physical. Because I speak English with you, it becomes like this globe of about around this size. If I speak Spanish, it's the whole continent. And if I think German, it's just inside of my body. It had to be somebody like you who experienced traveling, culture, and switching personalities that is sensitive to questions of how much do you need as a human being to still feel an integrity. I think this is like something how you could survive, switching from not only cultures and ideologies, but might be as well language. This is always like how far you can reach to the other person, and I really can relate to that. Thank you. Sta gonfiando, ma spiegami ragazzi, sta gonfiando. Ed è tanto al caldo. Cioè se tu ti vuoi fare un bel viaggio e non hai la tenda, ti compri questo. Sta lentamente. Dopo che si gonfia, che cazzo va giù? Si scalda, vediamo un po' di Je ne sais pas comment on peut... Ok, je pense qu'on a... Je dois finir, donc presque, ok. Donc, brièvement, le mouvement est un concept important dans le nomadisme. Mes premières œuvres ont été inspirées par l'idée du nomadisme, qui niait les rêves d'une partie avec le résultat que chez soi est portable et disponible partout. Et c'est vraiment, maintenant, je vous présente mes œuvres vieux. Ça fait, oui, il y a 14 ans, c'est vraiment, je crée cette chambre ici, à Chambre Blanche. Donc, c'est la chambre portable de latex. Donc, je prends beaucoup de couches de latex dans une chambre dans l'appartement à Montréal où j'ai habité, pour avoir l'épaisseur correcte. Après, j'ai épluché, j'ai eu comme les pots de la chambre. Après, j'ai construit une autre couche de latex, attaché les deux pour la chambre se gonfler.
mais quand tu entres la chambre, tu peux voir vraiment tous les détails de ces chambres parce que latex c'est vraiment un matériau très spécial. Donc tu peux voir, comme vous pouvez voir, oui, tous les détails, c'est crack sous le plafond. Oui, je ne sais pas comment crack en français, mais oui. Et après, je fais le voyage à travers le Canada avec ma chambre. Chez moi, j'ai été chez moi toujours. Donc, je voyageais de Montréal jusqu'à Vancouver à travers. Je fais le camping avec ma chambre. J'ai dû me lever chaque 2 heures ou quelque chose et dégonfler la chambre. Sinon, la chambre pouvait tomber et me suffoquer, mais oui, c'était correct. Donc voilà, c'est une vidéo. Le dernier projet que je voudrais vous présenter, c'est les dômes de glace qu'on a fait avec une autre artiste, Steve Topping, à Montréal. Ça, c'est sur le canal la Chine, canal de la Chine. Sous les glacés gelés. Donc, on a commencé avec les formes gonflables. Après, beaucoup de oui, c'est pulvérisateur de brume, exactement. Donc, on a pompé de l'eau au-dessus des canals, comme la pêche de glace. On a fait un trou et on a mis la pompe au-dessus et on a pompé de l'eau pour brumiser la forme. Donc, après la nuit, pendant 10 ou 10 heures, de l'eau est gelée. Après, on a dégonflé la forme, déplacé la forme à un autre endroit. On commençait le processus de nouveau. Donc, c'était comme les colonies growing ice domes. Oui. Et, voilà, je pense qu'à la fin, ouais, je vais juste lire la dernière. Ah oui, ça c'est à l'intérieur. La lumière et le son, c'était vraiment très spécial. C'était un peu comme l'effet des vieilles chapelles. Quand tu pars d'un côté, tu peux sentir l'autre côté. C'est parce que le son traverse la curvature. Et après, avec les tombes, c'est... oui, les tombes ont fondu. Oui. Et à la fin, on a fait les performances avec les sapins de Noël. On a collecté tous les sapins d'abri pour faire un grand feu. Parce qu'on a travaillé avec les parcs Canada. Donc, à la fin, ils nous demandaient pour les détruire à cause de la question de la sécurité. Si une personne, un enfant, venu un morceau de glace tombé sur la tête, donc pour ça, on a fait ça. Et à la fin, je vois mon œuvre comme un processus de réalisation d'intention dans laquelle un échec de fonctionnement n'est pas qu'un nouveau point de départ pour de nouvelles idées. En ce sens, mon processus de création artistique est semblable à celui d'expériences scientifiques qui n'ont pas être toujours réussies. Mon objet est d'induire une compréhension différente en créant diverses plateformes d'interaction. C'est intention de fabriquer des habitats significatifs qui est la force motrice de mes œuvres. Je suis consciente de ce que mes œuvres ne peuvent pas fournir toutes les réponses à la complexité des situations auxquelles nous faisons face tant qu'êtres vivants
soit épuisement des ressources, la catastrophe écologique, le déplacement social, etc. Mais je crois au pouvoir de l'imagination et au rôle anti-anthropique de l'art. Donc, ma pratique artistique, je suis également inspirée par les œuvres visionnaires d'artistes de la Renaissance tels Leonardo da Vinci, aussi que par des inverteurs modernes comme Buckminster Fuller, qui fusent une sensibilité d'imagination avec invention technique. Et je vois mon processus comme un processus de construction, un pont entre les deux domaines. Et à la fin, je voudrais vous présenter ma citation favorite de Buckminster Fuller. Lorsque je travaille sur un problème, je ne pense jamais à la beauté. Je pense que la manière de résoudre les problèmes. Mais lorsque je termine, si la solution n'est pas belle, je sais qu'elle n'est pas bonne. Voilà. C'est tout. Merci, Anna. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Je peux peut-être te lancer le bas. Suzanne, vas-y, Suzanne. Anna, merci. Oui. It's a long time since Concordia. Oui, exactement. J'aimerais revenir à l'œuvre qui est présentement à B312, c'est ça? oui. Et qui m'a beaucoup fait penser, mais à une échelle différente, au Biosphere. Oui. À cette expérimentation qu'il y avait eu en Arizona. Et c'est maintenant désaffecté, ils l'utilisent pour autre chose, mais... Peut-être expliquer ça. Oui, en fait, on avait, j'ai pas les détails très précis parce que j'ai pas préparé une description de ça, mais c'était une construction dans le désert de l'Arizona où on a, je crois qu'il y avait une douzaine de scientifiques qui ont été enfermés, entre guillemets, enclos dans cette construction, cet habitat, et qui devaient se débrouiller pour survivre, notamment en faisant des cultures organiques. En fait, c'est un peu l'idée des plantes qui m'a donné, parce qu'ils avaient ça à faire. Et ils s'étaient engagés pendant 2 ans à ne jamais sortir de cet endroit-là et y attacher de survivre, ce qui posait des problèmes. Bon, il y avait tous les problèmes de culture, mais il y avait aussi le problème du petit groupement humain qui était là. Oui. Et, alors, avec toute l'idée du vaisseau, de la planète comme un vaisseau, etc., enfin, c'est un peu comme si cette expérience-là était... Je trouvais que c'était... que ce que tu faisais à B312 était comme une métonymie de ça, rappelait ça. Oui, peut-être, mais aussi je pense que je ne savais pas de ces projets en Arizona. Il y a plusieurs biodomes, c'est aussi en Grande-Bretagne, une autre... Peut-être il y a plusieurs, mais je ne savais pas de cette expérience que vous décrivez. C'est très intéressant. Pour moi, le Life Support System, l'installation à B312, c'est vraiment, pour moi, c'était important de penser que nous sommes les parties de quelque chose dont nous donne, dont nous prenons. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai utilisé les plans combustibles, oui, mangeables. Comestibles. Oui. Parce que je voulais que nous pensions de donner notre souffle et en prendre parce qu'il faut qu'on mange. On mange les légumes, on mange les plantes. On mange animaux tout, mais c'est un peu plus compliqué pour cultiver. Donc, c'est vraiment de penser, de donner et prendre. C'est aussi qu'on a une partie de quelque chose de plus grand.
Quand Buckminster Fuller a décrit le concept de vaisseau spatial Terre, c'est vraiment c'est la question pour moi, c'est tous les systèmes de support de vie. Hein. Donc ce n'est pas un concept que la nature est là, nous sommes ici, donc nous faisons blabla. Et n'importe quoi, c'est vraiment la même chose. Donc, si on pense des vaisseaux spatials, si on jette quelque chose là, ça revient à nous après. Parce que c'est une sphère, c'est une boule. Il n'y a pas comme Peter Sloterdijk, there's no exit sign. On est tous ensemble. Ouais. Je voudrais savoir, encore en rapport avec votre projet Life Support System, est-ce que ça faisait partie du projet de savoir combien de temps les choses vont durer à l'intérieur de la sphère? Non, c'est pas assez spécifique. Non, c'est pas assez spécifique. On collecte la data pour savoir comment le niveau de le dioxyde de carbone et oxygène quand les personnes soufflent et commencent à affecter les plantes, la croissance des plantes. Donc c'est un peu plus général. Pour avoir très spécifique, ce serait plus difficile à faire. C'est pas impossible, mais ce serait plus difficile, oui. Pour l'instant, on utilise juste les senseurs d'oxygène et le dioxyde de carbone pour analyser l'air dans la sphère. Donc chaque fois que personne souffle, il y a les petites pompes d'air qui prennent un petit sample de l'air dans la sphère. Après, cet air apporte un senseur d'oxygène pour analyser, donc pour voir le niveau de dioxyde de carbone et oxygène. Mais c'est juste parce que, oui, les plantes utilisent, donc parce qu'on respire CO2, les plantes utilisent CO2 pendant le processus de cette photosynthèse. Même pour les plantes, je m'étais demandé aussi s'il y avait, si vous alliez comme jusqu'à la limite de la suffocation ou de la problématique avec les plantes. Avec les plantes? Oui, c'est intéressant. C'est juste l'expo, c'est fini. Je peux dire qu'au début, on n'a pas analysé les data de l'ordinateur, pas encore, parce que ce n'est pas fini. Mais juste en regardant, je peux dire qu'au début, parce qu'il y a juste 3 boules dans lesquelles les personnes peuvent souffler. Les autres, les gens ne peuvent pas souffler. Donc, pour savoir la différence. Visuellement, je peux dire que les boules auxquelles les personnes soufflent, les plantes grandissent mieux. Au début, c'était comme... oui. Mais après, maintenant, après 4 semaines, c'est un peu... c'est pas vrai. Mais regarde, parce que c'est le système de support de la vie, c'est très délicat. Donc, moi, je ne peux pas dire que c'est à cause de respiration des gens. Je ne peux pas dire ça à ce moment. Parce que c'est aussi la question, par exemple, de l'humidité. Il y a beaucoup d'humidité dans notre respire. Donc, peut-être, par exemple, le cycle, oui, le cycle arroser les plantes avec de l'eau, c'était trop.
Donc, c'est vraiment, c'est comme un système que tu dois ajuster, c'est un petit peu, c'est vraiment un système vivant. Donc, à la fin, oui, les plantes, dans les boules que les personnes respiraient beaucoup, ne sont pas très bien maintenant. Mais je ne sais pas si c'est à cause de nous ou à cause de l'humidité que se produit. Puis si les gens ne respiraient pas, est-ce qu'il y avait une autre façon de faire rentrer CO2? Mais... Ouais, secrètement, les boules sont communistes. Donc, secrètement, les boules partagent l'air. Mais c'est juste... okay. Oui, c'est pas très évident. Je me demandais s'il n'avait pas du monde. Non, c'est correct. Okay. Il serait correct. C'est juste pour voir vraiment, de mesurer un peu pour voir. Oui, exactement. Il y a le secret. Peut-être aussi par rapport au taux d'oxygène aussi, parce que le minimum viable pour un être humain, c'est 18 %. Puis standard, normalement, c'est 21 % ce qu'il y a dans l'atmosphère. Si le taux d'oxygène est un peu plus élevé, peut-être que ça peut affecter les plantes. Avez-vous vérifié? Je ne sais pas. Non, c'est quelque chose que c'est ouais, je ne sais pas, peut-être. Comme je dis, c'est vraiment un système il y a beaucoup de différentes choses. Donc, oui, ça se prend le temps pour tune it. Ça serait vraiment intéressant de voir les ouais. Et peut-être, par exemple, la prochaine fois que je vais présenter cette œuvre, peut-être je vais penser à différentes sortes de plantes. Parce que dedans, c'est comme une greenhouse. C'est chaud, l'air est chaud. Donc, peut-être c'est mieux pour les différentes sortes de plantes. Donc, c'est toujours une relation avec beaucoup de choses. Mais les plantes il y a beaucoup de plantes qui fleurissent, qui consomment de l'oxygène. C'est paradoxal, quoi. Ils peuvent s'auto-nourrir, si on veut. Oui. C'est complexe. C'est complexe, oui, exactement. Anna, dans le cadre de l'ensemble de ta production, pour moi, le projet Pontoroto semble un peu différent. Comment tu l'intègres dans l'ensemble de ta pratique? L'habiter a toujours été très important. Maintenant, ton rapport aussi à la science, ton questionnement sur art et science, comment tu le perçois dans l'ensemble de ta production? Pour moi, le projet de Pontoroto, est devenu de mon projet Green Line, projet en Finlande que j'ai fait. Parce que c'est vraiment en pensant d'un lien, le pont. Donc, c'est la même pensée de besoin de communication, de besoin de construire les ponts entre les différents, entre nous, en général. Et ça, c'est aussi peut signifier les différents domaines. Par exemple, comme l'artiste, on parle différentes langues. Toute l'éducation est toujours divisée par... nous vivons dans le système que tout est divisé dans les petits compartiments. Donc, même la collaboration avec les scientifiques, avec les autres, chaque discipline a sa langue. Donc, quelquefois, c'est difficile de communiquer à cause de la différence de langue, mais pas de langue comme nous parlons anglais, français ou n'importe quoi, mais juste à cause de l'éducation et des connaissances de différentes choses.
Et donc, pour moi, c'est vraiment le pont, un lieu, c'est vraiment une métaphore de ce qu'on a besoin pour les changements. Je ne veux pas dire, mais il y a quelque chose d'intéressant. Michael Ben Eli, la personne que j'ai utilisé la référence beaucoup, c'est quelqu'un qui a donné la lecture au Institut de Buckminster Fuller. It's available on the internet sur ligne. Mais elle a dit que, for example, that behavior, like, we talk a lot about change. Le changement est un mot très populaire maintenant, dans la politique, partout. Hein? Le changement, on change beaucoup de choses, mais rien ne se change. Parce qu'il parle de quelque chose que we cannot change our behavior if we don't change the structure. Like he talks about cybernetics, which is the study of different systems, and he says that in the purposeful systems in cybernetic, it's a specific kind of name, and I'm not sure what exactly means, but it's basically the idea that behavior is very much related to the system in which we live. So if we live in capitalist system, I mean, we won't change it unless we change the system. C'est plus facile, bien sûr, que dire qu'à faire, mais en même temps, il n'y a pas assez de discussions en ce sujet, je pense. Donc, en tout cas, mon projet de pont, c'est vraiment vient de penser de toutes les choses, de vraiment de créer un lien, un pont de beaucoup de choses, de communication, de vraiment aussi, parce que c'est à Rome, parce que c'est un pont ancien, c'est une arche ancienne. Donc, c'est aussi le pont entre le passé, le présent, le futur. On peut se demander, well, where we came from, where are we going? Ça, c'est une grande question aussi. Est-ce qu'on a vraiment, fait beaucoup de progrès? Peut-être, ça dépend. Donc, c'est la réflexion de tout ça. C'est venu de mon projet en Finlande de faire parce que le Green Line Project, c'est comme une gesture, oui? Geste, oui, un geste de design. Donc, oui. Tu peux aussi penser que c'est un geste extension de ta main à l'autre. Donc, c'est un peu métaphorique, c'est un peu symbolique, mais je pense que oui, c'est venu de tout ça. Et en même temps, oui, il y a beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec les différentes personnes comme l'architecte. Donc, sur ce projet, je travaille avec l'architecte, je travaille avec l'ingénieur. Donc, j'aime beaucoup travailler en collaboration avec les différents gens. Et on verra. Je ne sais pas si ce serait possible réaliser ce projet à cause de la bureaucratie. En Italie, c'est vraiment très difficile, mais en même temps, Christo a pris 10 ans pour faire le Reichstag, for wrapping the Reichstag. Donc, moi, je me sens très bien, c'est juste 2 ans. Je le tombe. Et là, tu produis de la pluie à Paris l'automne prochain? Oui, cette année, on va travailler avec des scientifiques de l'école polytechnique pour faire une installation pour collecter de l'eau de brouillard. Donc, on va faire une installation, on va présenter ça au festival Curiositas. C'est un festival entre l'art et science à Paris en octobre. Et ça, c'est une partie de Nuit Blanche à Paris. Ouais. Donc, on va travailler sur ça. C'est pas fini, mais oui. Oui, c'est l'idée, c'est pas vraiment nouvelle,
de collecter de brouillard. Par exemple, c'est utilisé beaucoup en Chili parce que ça dépend vraiment des conditions atmosphériques où des brouillards se forment. Donc, dans les régions, les océans et les montagnes, il n'y a pas de beaucoup de précipitations, mais des brouillards viennent, donc il y a beaucoup. Donc, c'est très connu qu'ils utilisent des pêches, fils de pêche, oui, le fil de pêche pour collecter, l'eau de brouillard. Mais c'est juste, par exemple, la question pour les scientifiques, aussi dans un peu notre projet, que l'efficacité de ce processus maintenant, c'est pas très haut. Ouais, c'est pas mal, mais c'est juste 12%. Donc, on travaille pour vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'efficacité de ce processus. Mais en même temps, je travaille comme une artiste et en même temps, on va faire l'installation. Donc, c'est une collaboration que, oui, combine le deux. La séance est là.